Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Les enfants sauvages les plus célèbres ont pour nom Tarzan et Mowgli, mais ce sont des personnages de fiction. Oui, alors ça, que je vous confirme. On confirme bien, on est d'accord jusque-là. Alors que ceux que Franck va nous présenter en fait cet après-midi sur Europe 1 sont de véritables enfants sauvages. Bonjour. Bonjour Julia, bonjour à tous. En effet, nous allons évoquer quelques cas remarquables de ces gamins des bois. Le plus célèbre en France est celui de Victor de l'Aveyron, évidemment, dont François Truffaut a tiré un très beau film. Mais vous allez voir qu'en vérité, si Victor est l'enfant sauvage le plus connu, il est loin d'être le plus étonnant. Vous allez faire dans quelques minutes la connaissance de Marie-Angélique, un personnage que vous n'oublierez plus. Alors c'est le moment jamais de poser vos questions à Franck, à son invité, soit à europe1.fr, soit par Facebook sur la page de l'émission Au cœur de l'histoire. Pour la deuxième partie de l'émission, mon invité est le plus grand spécialiste de la question, le chirurgien Serge Harold. Ce qu'il a à nous dire, vous allez voir, est inouï. – 14h30 sur Europe 1. Au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. L'histoire se passe dans le tout nouveau département du Tarn. Je dis tout nouveau puisque nous sommes à la fin de la Révolution. Dans le canton un peu perdu de Saint-Affrique, les villageois, depuis 2 ou 3 ans, ont pris l'habitude de percevoir la présence furtive, presque fantomatique, d'un enfant qu'on aperçoit de temps en temps dans les bois. Un jeune garçon très chevelu, entièrement nu, et qui, dès qu'on l'appelle, détale comme un lapin. En 1797, des chasseurs vont réussir à l'attraper, mais après quelques jours, il s'échappe et passe à nouveau 15 mois dans la nature, c'est le cas de le dire. Et voilà qu'en juillet 1798, on devrait dire en Messidor en 6, croyant échapper à ses poursuivants, l'enfant des bois ne trouve rien de mieux que de grimper à un arbre. Là, évidemment, il n'y a pas d'issue, il est fait comme un rat, l'arbre est bientôt encerclé, on l'en fait descendre, il est pris et confié à une vieille femme qui parvient à l'apprivoiser sans trop de mal, mais il va se révéler capable d'un pouvoir d'imitation assez dangereux. Il veut faire comme la vieille femme, et notamment, il l'a vu allumer du feu. Alors il fait la même chose dans la soupente qui lui sert de chambre, moyennant quoi il met le feu au grenier. Il est fortement réprimandé, ça on peut le comprendre. Il s'enfuit aussitôt et de nouveau donc il disparaît. Il est prompt quand même à échapper à la civilisation, ce garçon. C'est sans trop de difficultés néanmoins qu'il se laisse capturer une 3e fois, le 19 Nivose en 8 ou si vous préférez le 9 janvier 1800. Pour les villageois, c'est aussitôt l'attraction du siècle. On a capturé un petit sauvage. Et d'ailleurs, ce petit sauvage de l'Aveyron va très vite devenir l'objet de la curiosité universelle. N'oubliez pas l'époque dans laquelle tout ça se situe. On est dans un temps, le consulat, c'est-à-dire la toute fin de la Révolution, un temps où l'on se pose de grandes questions philosophiques depuis déjà longtemps. C'était toute la grande question de Jean-Jacques Rousseau, etc. Vous savez, au XVIIIe siècle, au temps des Lumières, la question sur la nature réelle de l'homme, sur le type idéal de société, etc. Il y a tout le mythe du bon sauvage. Et donc, quand on trouve quelqu'un qui est en rupture avec la civilisation, on se dit qu'on a peut-être là un type idéal à étudier. Donc ça intéresse vraiment tout le monde. C'est toute la question sur l'inné et l'acquis, etc. Alors tout le monde veut voir cet enfant réputé sauvage, autrement dit vierge donc de toute empreinte de civilisation. En tout cas, ça c'est ce qu'on croit à l'époque. Vous allez voir qu'en fait, il est peut-être pas si sauvage qu'il en a l'air, le garçon en question. Le commissaire du gouvernement, qui s'appelle Guiraud, le place à l'asile de Saint-Affrique, et puis il ne reste pas longtemps à Saint-Affrique, on le transfère très vite à l'asile de Rodez, et là il est examiné par un naturaliste, Bonater, avant d'être envoyé à Lyon, où il est examiné, alors cette fois par un médecin, le docteur Mouton de Fontenay, qui nous donne la description suivante du personnage qu'il a sous les yeux. Je cite donc le docteur Mouton de Fontenay. Il paraît que cet enfant ne sait pas nager, ayant toujours vécu dans les bois et éloigné des eaux, qu'il ne monte sur les arbres qu'avec peine et seulement lorsque la nécessité l'y contraint.
qu'il a un appétit décidé pour les fruits, qu'il mange rarement de la viande, qu'il se sert avec adresse de ses doigts et de ses ongles qui sont très longs pour peler les noisettes, les noix, les amandes, les pommes de terre, qu'il ne prend aucun aliment sans l'avoir flairé une ou plusieurs fois. A une physionomie intéressante. Ce sauvage, nous dit le médecin, joint des mœurs douces. Il est craintif, timide, obéissant et paraît effrayé du concours des spectateurs que la curiosité attire chaque jour près de lui. Il s'efforce de se soustraire à leurs regards, tâche de s'évader, murmure, se met en colère et mord si on le contrarie. Le soin de sa subsistance paraît l'occuper tout entier. Je l'ai vu vif à l'aspect des mets nombreux qu'on lui servait, et se fâcher si on tentait de les lui enlever. Mais dès qu'il est rassasié, il se couche par terre ou sur son lit, se balance perpétuellement en poussant des sons inarticulés, le plus souvent plaintifs, et ne paraît affecté de la vue des hommes ni de celle des animaux. Le désir de recouvrer sa liberté, conclut le médecin, semble dominer en lui sur toutes les autres affections, et il a tenté à 3 reprises de s'évader pendant son seul séjour à Lyon. Il court avec beaucoup de vivacité. Voilà donc pour ce témoignage, là on peut dire de première main, témoignage pris sur le vif, qui contraste évidemment avec la description que donne de l'enfant André de Maison dans son très célèbre livre des enfants sauvages, qui est paru tellement plus tard en 1953. Je cite André de Maison, vous allez voir la différence. À l'extérieur, cet enfant ne présente aucune différence qui le distingue des autres. Il paraissait 12 ou 13 ans, sa peau fine et blanche était couverte de cicatrices qui ressemblaient à des brûlures. Lorsqu'il mange pommes de terre rôties au feu, châtaignes, noix, pain de seigle et potage, il fait entendre un murmure sourd et balance son corps par un mouvement d'oscillation de droite à gauche. Il éprouve quelquefois des spasmes, des espèces d'accès convulsifs qui semblent annoncer que son système nerveux est affecté. Son odorat et son goût sont fort développés. On voit là quand même que ce qui intéresse l'auteur, c'est cette dimension sauvage qui aurait tendance à aiguiser les sens. Sa vue l'est moins, nous dit de Maison. Son ouïe encore moins et son toucher l'est très peu. Livré par la nature au seul instinct, cet enfant n'exerce que des fonctions animales. Les seuls biens qu'il connaisse dans l'univers sont la nourriture, le repos et l'indépendance. Vous voyez que l'auteur a vite fait donc de tirer le particulier vers le général. C'est ainsi, depuis plus de 2 siècles maintenant, on a cessé de beaucoup prêter à cet enfant de l'Aveyron. Du reste, le docteur Mouton de Fontenille l'avait noté d'emblée, je cite, « On embellit de 1000 récits l'histoire de ce sauvage. Chacun veut en faire un être selon ses idées. Les uns veulent qu'il nage avec l'agilité des poissons, les autres qu'il saute de branche en branche avec la légèreté d'un écureuil. » Vous voyez qu'en fait, vous parliez de Tarzan et de Mowgli, Julia. Le mythe de ce genre de personnage est en gestation à travers le cas de l'enfant de l'Aveyron. Alors vous allez me dire, l'imagination des contemporains n'a pas perdu de temps. C'est normal. Il faut savoir que cet enfant de l'Aveyron est loin d'être le premier cas connu d'un enfant qui aurait survécu seul dans des conditions de grand dénuement. On en parle beaucoup à l'époque. Depuis le Moyen-Âge, on a cessé de colporter le souvenir d'une quantité d'autres enfants sauvages. L'enfant loup de Hesse en 1344, l'enfant ours de Lituanie en 1661, même plusieurs, l'enfant mouton d'Irlande vers 1650 et même l'enfant veau de Bamberg en 1680. Serge Harold, qui est avec nous dans ce studio et qui a mené une enquête très longue et très approfondie sur ce qu'il a appelé l'énigme des enfants loups, Serge Harold est parvenu à démontrer que toutes ces histoires, en tout cas la plupart d'entre elles, relèvent au mieux de l'enjolivement, au pire de l'ineptie. Je lui demanderai tout à l'heure de nous livrer ses conclusions. En attendant, revenons à notre enfant de l'Aveyron. Il était à Rodez, à Lyon, vous voyez qu'on le ramène vers Paris et pour cause, le gouvernement du consulat, qui a été immédiatement averti de cette capture, a ordonné de faire remonter l'enfant jusqu'à la capitale. Or, avec beaucoup d'intelligence, le ministre ordonne de le placer rue Saint-Jacques à l'Institut des Sourds-Muets. Vous savez, cette magnifique institution qui avait été fondée par l'abbé de l'Épée. Le petit sauvage passe donc sous la protection du professeur Itard, médecin-chef de l'Institut, et c'est du reste lui, c'est Itard, qui, comprenant tout de suite que l'enfant se montre surtout sensible à la voyelle O, le baptise Victor. Au cœur de l'histoire revient dans un instant sur Europe 1.
Nous sommes toujours sur Europe 1 au cœur de l'histoire de Victor, l'enfant sauvage de l'Aveyron. Et oui, ce petit sauvage qui donc est recueilli par le professeur Itard de l'Institut des sourds et muets. La relation complexe entre ces deux êtres, très belle relation, a fait l'objet, vous savez, du film de François Truffaut, L'enfant sauvage. Je vous propose d'en écouter tout de suite un extrait. J'ai l'impression qu'il m'a entendu parler. Oui, c'est curieux, ce n'est pas la première fois qu'il se retourne quand on parle derrière lui. Oh! Je crois qu'il reconnaît l'endroit d'où vient le son et qu'il réagit surtout au son haut. S'il n'est pas vraiment sourd, il pourra peut-être réussir à parler. Peut-être. Pensez qu'il faut 18 mois à un petit enfant pour arriver à prononcer quelques mots. Notre pauvre sauvage, il n'a même pas de nom. C'est vrai. Et puisqu'il est particulièrement sensible au son haut, on pourrait peut-être lui trouver un nom en haut. Aurélien, Oscar, Nestor. Victor? Vous avez vu? Il aime ce nom-là. Il aime ce nom-là. Victor, c'est Madame Guérin qu'on entend, qui était donc une des servantes du professeur Itard et qui s'est occupée, c'est la femme qui s'occupait du petit Victor. Le professeur va consacrer 2 mémoires au cas de Victor de l'Aveyron, l'un en 1801, l'autre en 1806, et on suit dans ces mémoires les progrès étonnants de l'enfant qui perd assez vite ses habitudes sauvages, à vrai dire. Il apprend à parler et un jour même à écrire. Victor se révèle doué en vérité d'une grande sensibilité. Il est très doux avec Madame Guérin. Je cite le professeur Itard. Le mari de Madame Guérin, nous dit le professeur, tomba malade et fut soigné hors de la maison sans que Victor en fût instruit. Celui-ci, ayant dans ses petites attributions domestiques celle de couvrir la table à l'heure du dîner, continua d'y placer le couvert de M. Guérin. Et quoique chaque jour on le fit ôter, il ne manquait pas de le replacer le lendemain. La maladie eut une fâcheuse issue, M. Guérin y succomba, et le jour même où il mourut, son couvert fut encore remis sur la table. On devine l'effet que dut faire sur Madame Guérin une attention aussi déchirante pour elle. Témoin de cette scène de douleur, Victor comprit qu'il en était la cause, et soit qu'il se borna à penser qu'il avait mal agi, soit que, pénétrant à fond le motif du désespoir de sa gouvernante, il sentit combien était inutile et déplacé le soin qu'il venait de prendre, de son propre mouvement, il ôta le couvert, le reporta dans l'armoire, et jamais plus il ne le remit. C'est le témoignage du professeur Itard. Alors, quand il atteindra les 18 ans environ, Victor sera placé par le professeur toujours au bon soin de la veuve Guérin. Il sera placé dans une annexe de l'Institut des sourds-muets, 4 impasse des Feuillantines, et il vivra là jusqu'à sa mort en 1828, donc à l'âge de 40 ans environ. En France, ce n'était donc pas la première fois qu'un enfant abandonné, on suppose que Victor a été abandonné très jeune par ses parents, peut-être à cause de la grave déformation d'un de ses genoux, il n'était peut-être pas l'enfant que ces gens-là auraient voulu avoir, on ne sait pas ça en fait. C'était donc pas la première fois qu'un enfant abandonné avait survécu en pleine nature, peut-être grâce au secours d'animaux sauvages. On est là, évidemment, en pleine conjecture. Je vous ai dit que Serge Harold avait fait cette longue étude sur l'énigme des enfants loups. On verra ce qu'il en est, en réalité. En tout cas, de son point de vue, du point de vue de Serge Harold, le cas de Victor est loin d'être le plus convaincant dont on dispose. Et dans son livre, il conclut au caractère hybride de la prétendue sauvagerie du petit de l'Aveyron. Je cite... Avant qu'il ne s'échappe ou ne soit abandonné, avant qu'il ne mène cette singulière existence en périphérie des habitations rurales, Victor souffrit de maltraitance et de déprivation psychosociale précoce qui expliquent tant ses brûlures de localisation atypique que nombre de ses caractéristiques comportementales et qui nous crie assurément que ce faux enfant sauvage fut un authentique enfant martyr. Serge Harold va même plus loin, il compare les attitudes et les comportements de Victor aux attitudes et aux comportements bien plus troublants d'un autre enfant sauvage, de sexe féminin celui-là, et qui a été baptisé Marie-Angélique. Laissez-moi reprendre le tableau comparatif, si l'on veut comparer le cas de Victor à celui de Marie-Angélique. Voilà ce que nous dit Serge Harold. D'abord, Victor erre près des villages où il recueille des légumes. Parfois, il vient même se chauffer près des maisons. Marie-Angélique, elle, fuit les habitations et elle a une peur bleue du feu. D'autre part, Victor est craintif. Il ne sait pas chasser.
Elle est un véritable prédateur. Elle a composé son menu de toutes les proies de la forêt et lors de sa capture, elle va tuer d'un coup le chien qu'on a lancé sur elle. Victor, quand il est importuné, crie, il mord. Alors que lorsqu'on importune Marie-Angélique, elle frappe. Et notamment, elle frappe à la tête. Vous voyez qu'il y a ce côté prédateur. La hauteur, nous dit Serge Harol, la hauteur épouvante Victor qu'on voit monter non sans peine dans les arbres, tandis que Marie-Angélique est une acrobate des plus hautes cimes végétales. Lui adore être chatouillé, et d'ailleurs dans ce cas-là, il rit aux éclats. Elle est terrorisée d'être touchée par un homme. Victor est de couleur blanche, il est sale sans plus, alors qu'un authentique enfant sauvage est noir de terre et de crasse, fût sous les hivers blancs, comme l'est Marie-Angélique, qui elle sera au départ confondue avec une petite noire. Il accepte le pain bis de seigle, et pas celui de froment, qui n'était pas connu dans sa région d'origine. Elle refuse toutes sortes de pain, quel que soit le pain qu'on lui présente, elle le refuse, elle n'en veut pas. Victor mange ce qu'il trouve au sol, alors que Marie-Angélique est omnivore, grande carnivore, et qu'elle sait imiter les oiseaux tant pour s'en jouer, nous dit Serge Harol, que pour les piéger et les dévorer. Victor émet des cris, des grognements. Marie-Angélique a développé une communication très élaborée par cris modulés. Enfin, il n'a aucun moyen de défense, il ne sait même pas jeter une pierre dans un but précis, alors qu'elle s'est façonné un gourdin très efficace et elle a même trouvé une sorte de petit graffo, un outil métallique redoutable. Bon, on pourrait comme ça continuer les comparaisons. Vous voyez en tout cas que d'un côté, nous avons affaire à un enfant qui sans doute a été enfant martyr et qui s'est retrouvé par la force des choses abandonné dans la nature. Il n'avait finalement de cesse que d'en sortir de cette nature, d'où son adaptation assez facile rapide, et d'où les progrès qu'il a pu faire au contact du professeur Itard, alors que Marie-Angélique, elle, était bel et bien une fille de la nature. D'où venait-elle? Qui était-elle? Quelle est son histoire? Eh bien, patience, nous y arrivons. Au cœur de l'histoire revient dans un instant. Et comme promis, nous faisons plus ample connaissance d'un personnage incroyable sur Europe 1, Marie-Angélique. Marie-Angélique. Alors nous étions avec Victor de l'Aveyron au 19e siècle, là on s'en va au 18e. On est en septembre 1731, c'est le temps des vendanges en Champagne, sur les terres du vicomte d'Épinay. Et l'on trouve là une fillette qui a l'air d'avoir 9 ou 10 ans et qui pénètre à la tombée du jour dans le village de Songy. On est à quelques lieues de Châlons, ce que nous appelons maintenant Châlons en Champagne. Elle va pieds nus, cette fillette, mais son corps est revêtu d'une étrange pelure rafistolée en peau de bête. Sa peau à elle est noire, elle le paraît en tout cas. Ses ongles sont très longs. Elle est armée, je vous l'ai dit tout à l'heure, d'un gourdin, très efficace du reste. Les villageois crient aussitôt au diable. Un paysan lâche ses chiens. Elle échappe aux chiens en courant comme un lièvre et très prestement, elle grimpe à l'arbre le plus proche. Alors on prévient le vicomte d'Épinay qui ordonne qu'on arrête évidemment la sauvagesse. Alors pour la pousser à quitter son perchoir, on va déposer un seau d'eau juste au pied de l'arbre. C'est un grosse ficelle, mais ça marche. À un moment où elle ne voit personne, la fille descend de l'arbre et elle plonge tout le menton dans le seau pour y boire un peu à la manière de certains animaux, un peu comme les fauves, vous voyez. Les vendangeurs ne sont pas longs à la prendre, évidemment, et bien qu'elle se débatte très vigoureusement, ils la conduisent jusqu'aux cuisines du château. Et là, on la voit se jeter sur les volailles en cours de préparation. Et quand on lui donne un lapin qui vient juste d'être tué, elle le dépouille et elle mord dedans à pleines dents. Voilà la description que nous en donne le grand naturaliste La Condamine. Alors, La Condamine la rencontrera bien plus tard. Ce sont donc là des témoignages de deuxième main, il faut le préciser. Mais on verra tout à l'heure exactement à quoi s'en tenir. Elle paraît noire de peau, nous dit-il. Elle porte sur le corps quelques haillons retenus par une ceinture de lianes dans laquelle elle a glissé une sorte d'épieu fort pointu. Ses yeux, d'une mobilité extraordinaire, donnent l'impression d'observer en un instant toutes les personnes qui se pressent autour d'elle. La misérable créature avait réussi à s'échapper par 2 fois. Elle avait étranglé un dogue lancé à sa poursuite, preuve de sa force extraordinaire. Elle courait extrêmement vite et de façon très particulière, glissant avec légèreté sur le sol ou bondissant comme un écureuil, et c'est à grand-peine qu'on parvint à la capturer de nouveau.
Concerto pour mandarine de Vivaldi, extrait de la bande originale du film L'enfant sauvage de François Truffaut, Franck. Alors là, nous passons de la fiction à la réalité, si je puis dire, puisque cette sauvagesse est confiée par le vicomte d'Épinay à un berger. C'est ce qui fait qu'on va l'appeler pendant tout un moment la bête au berger. Et elle est peu à peu apprivoisée. Alors à force de la laver, on se rend compte que la noirceur de sa peau est due en fait à l'épaisseur de crasse qui la recouvrait. Et on consulte un certain nombre d'autorités, notamment l'intendant de Champagne, monsieur de Beaupré, qui l'a fait examiner et qui décide de la confier aux religieuses de l'hospice de Châlons, où elle entre le 30 octobre 1731. Les bonnes sœurs la feront baptiser le 16 juin suivant, sous le nom donc de Marie-Angélique Mémy Leblanc. L'acte de baptême précise qu'elle a dû naître dans une île de l'Amérique d'où, par les soins d'une providence pleine de miséricorde, elle est venue débarquer en France. Nous verrons d'où peuvent venir de telles précisions. Il faut savoir qu'avant d'apparaître à Songy, elle avait été aperçue par un gentilhomme du côté de Vitry-le-François en compagnie d'une autre petite sauvage de son âge. Celle-ci se serait entre-temps noyée dans une rivière. Tant de mystères ne pouvaient évidemment qu'attiser la curiosité universelle. La reine déchue de Pologne, nouvelle duchesse de Lorraine, Catherine Opalinska, qui est la mère de la reine de France, Marie Leginska, se fait présenter cette petite sauvage en 1737 lors de son passage à l'hôpital général de Saint-Maur. On est là donc, vous voyez, près de 6 ans plus tard, et entre-temps, elle est devenue une jeune fille tout à fait civilisée, Marie-Angélique. Elle est donc pensionnaire de l'hôpital général. Soulignons qu'elle n'a pas été longue à retrouver l'usage de la parole, qu'elle se montre de surcroît extrêmement habile à toutes sortes de petits travaux. On la voit broder, coudre, fabriquer de très belles fleurs artificielles. On est loin de la sauvageonne en haillons qui tuait un dogue d'un coup. En même temps, elle fait preuve d'une certaine distraction. Elle paraît la proie de réflexions intenses. Alors les années passent et 10 ans plus tard, on la retrouve pensionnée par le duc d'Orléans et résidant, le duc d'Orléans qui est le fils du régent, et résidant chez les Clarisses de Sainte-Ménéhoult. C'est là que se présente en 1747 donc le célèbre La Condamine, de retour de sa grande expédition aux Amériques. La Condamine qui étudie le cas de Marie-Angélique de très près, qui l'interroge longuement, puisqu'à présent elle parle très bien, et alors il recoupe tous les éléments qu'il a pu récolter, et de tout cela, La Condamine tire une hypothèse biographique assez inouïe que nous reprendrons tout à l'heure, juste après le flash de 14h. Pour ce qui est certain, et relève de l'histoire vérifiable, sachez que La Condamine n'aura guère de mal à convaincre le duc d'Orléans. Donc il lui dit que c'est une personne très intéressante qui mérite de venir à Paris pour qu'on puisse la voir plus facilement. Et le duc d'Orléans va la faire entrer chez les nouvelles converties de la rue Sainte-Anne. De là, elle passe chez les visitandines de Chaillot où elle manifeste le souhait de se faire religieuse. Elle va subir un accident. Il y a une fenêtre qui lui tombe dessus. Ça va la laisser pendant un temps entre la vie et la mort. On la soigne chez les hospitalières du faubourg Saint-Marcel et plus tard, le fils du duc d'Orléans va lui faire une rente viagère pour lui permettre de retourner chez les visitandines de Chaillot où elle mourra en 1775. Alors, d'où venait-elle? Qui était-elle? Était-elle un de ces enfants loups qui ont attisé la curiosité à travers les siècles? C'est ce que nous verrons juste après le flash de 14h. h 14h30 sur Europe 1. Au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. On vous retrouve, Franck, avec votre invité sur Europe 1, Serge Harol. Il est chirurgien. Il a mené des enquêtes sur les enfants loups entre 1995 et 1998 sur 4 continents. 1395 et... Ah oui, lui, pardon. Lui. Pardon. Oui, non. Je ne me permettrai pas de dire qu'il a... Oui, Serge Harol a travaillé effectivement pendant des années, mais l'enquête qu'il mène porte sur une immense période du XIVe siècle, donc de 1344 à 1954. Il y a eu énormément d'enfants loups, si l'on peut dire, au XXe siècle, mais qui se situent comme par hasard dans des pays éloignés, hors de l'Europe. On en parlera tout à l'heure. Alors, je viens de vous raconter la biographie
à très grande ligne du reste, la biographie de Marie-Angélique telle qu'on la rapporte généralement, et notamment telle que l'ont diffusée mes revues d'histoire. Et ce qui est intéressant, c'est que Serge Harol, lui, ne s'est pas contenté de ses vérités colportées. Il est allé au contact des archives, il a étudié les choses dans le détail, et il nous apprend notamment que Marie-Angélique n'est pas morte en 1788, comme tout le monde l'a toujours dit, y compris dans les dictionnaires biographiques, mais bien en 1775. Et il me disait, en s'installant dans ce studio, qu'elle n'a même jamais vécu chez les visitandines de Chaillot. Bref, on a raconté à peu près tout et n'importe quoi sur ce personnage, Serge Harol. Oui, je pense qu'il faut donner la préséance aux archives. Plus près du micro. Il faut donner la préséance aux archives parce que pourquoi n'a-t-on jamais pu élucider l'origine de cet enfant? C'est qu'on pensait qu'elle avait 10 ans. Les textes littéraires nous parlent d'une enfant de 10 ans et quand on prend les archives, qui sont très nombreuses, on s'aperçoit qu'elle a 19 ans. Et voilà, ça change tout. Elle n'a pas 10 ans, elle a 19 ans. Elle n'est pas baptisée Marie-Angélique, elle s'appelle déjà Marie-Angélique. Et en fait, on a un corpus d'archives absolument considérable sur sa vie, jusqu'au dernier souffle de sa vie, qui est sans équivalent, et qui va nous permettre de connaître à la fois son origine, sa naissance, et je me répète, jusqu'au dernier souffle de sa vie. À l'échelle universelle, elle est l'unique cas d'enfant sauvage pour lequel, et j'insiste bien, il faut bien que les auditeurs comprennent ça, elle est l'unique cas d'enfant sauvage pour lesquels nous ayons des archives antérieures à son évasion. C'est ça. C'est-à-dire qu'on peut dater son évasion, et l'âge de son évasion, on n'a pas d'autres cas d'enfants dans le monde, sur 4 continents, dont on possède des archives antérieures à la vie dans les bois. L'existence de Marie-Angélique, la survie de 10 ans dans les forêts de Marie-Angélique est authentifiée par un vaste corpus d'archives, et c'est sans équivalent. Donc elle n'a pas 10 ans, elle en a 19. Alors par contre, pour tout ce qui est du reste de sa biographie, elle a vécu tout près d'ici, tout près d'Europe 1, dans une abbaye qui s'appelle l'abbaye Sainte-Périne de Chaillot, et pas les visitandines de Chaillot. Et d'ailleurs, c'est très émouvant de retrouver son chemin. Elle a habité ici, juste au coin de la rue. Alors, comment remonter à l'origine de Marie-Angélique? Déjà, il faut bien comprendre que elle est aussi le seul cas d'enfant sauvage qui sache nager à la perfection, qui est un authentique prédateur, qui sache coudre des vêtements de peau, je rassure bien vos éditeurs, c'est pas le grand roman de l'été. Marie-Angélique en forêt, elle tue un ours. Elle tue un ours et elle le raconte ça de manière tellement naturelle, tellement vraie. Comment elle tue un ours? Eh bien, l'ours, elle le fuit. Elle monte sur un arbre parce qu'elle a la maîtrise des airs. L'ours s'agrippe au tronc et elle l'enferre avec ce que vous avez appelé un gaffo, qui en fait est un tire-foin métallique. Elle l'enferre dans le crâne, elle enferre l'ours avec son tire-foin métallique. Donc en fait, elle tue un ours et de manière tellement modeste, elle raconte ça de manière tellement naturelle, mais elle va pas raconter ça. Vous trouverez pas ça dans les sources littéraires. Il faut aller en Écosse, retrouver les archives de Monboddo, etc. En fait, Marie-Angélique, elle est restée secrète par l'absence totale de recherche dans les archives pendant près de 3 siècles. Voilà. Donc cet enfant, qui est le seul enfant qui sache tuer... C'est-à-dire que tous les éléments existaient, mais ils dormaient dans des archives où personne n'avait pris le soin d'aller les chercher. Mon Dieu, Alors, oui. Ce qu'il faut dire, c'est que cette Marie-Angélique se met à parler relativement vite. Bien sûr, parce qu'en fait, alors on va aller très vite. Marie-Angélique a toujours raconté, et là dans des dépositions, dans des textes de procès-verbaux, etc., on parle bien d'archives, qu'elle a habité un pays très froid, où il y avait des Esquimaux, des kayaks. Elle décrit des phoques, des kayaks, des Esquimaux. Et elle est venue avec une grande dame qui l'avait adoptée, qui était très gentille, qui lui avait retiré ses habits de peau et qui l'avait habillée normalement. Elle a pris un bateau d'un pays très froid et elle est arrivée dans un pays très chaud où on l'a mise en quarantaine, on l'a enfermée. Et en fait, on s'aperçoit, et c'est encore vraiment le miracle des archives, qu'une petite indienne prénommée Marie-Angélique, venue avec une dame qui habitait chez les Esquimaux du Labrador, c'est pas banal, elle était certainement la seule femme au monde à habiter chez les Esquimaux du Labrador, qui s'appelait Madame de Courtemanche, a pris un bateau le 11 septembre 1720 au Labrador, à Morutier, qui devait se diriger vers l'Italie, et est arrivée par malheur à Marseille lors de la grande peste de Marseille. La peste de 1720, la grande peste. La grande peste de Marseille, qui a tué la moitié de la population de Marseille, qui s'est étendue d'ailleurs en Provence. Marie-Angélique fut mise en quarantaine, comme elle l'avait bien dit, et en fait, ce qui était
totalement inouï, c'était de retrouver ces dires qui n'étaient pas croyables, qu'une dame habite au pays des Esquimaux, amène une petite indienne et subisse la dernière grande peste de l'histoire de l'Occident, c'était pas croyable. Qu'en plus, cette petite fille qu'elle s'appela Marie-Angélique, parce qu'elle s'appelle déjà Marie-Angélique. Dans les archives de la Marne, on a bien un document qui nous dit une fille sauvage et depuis a déclaré s'appeler Marie-Angélique. Donc c'est bien elle qui a déclaré. C'est bien elle. Et elle est capable de raconter toute l'histoire de Madame de Courtemanche. Et mon Dieu, l'histoire de Madame de Courtemanche, elle n'est pas banale. Je répète que cette dame habite au Labrador, elle a une concession chez les Esquimaux. Les Esquimaux attaquent sa concession et elle prend un bateau pour venir se réfugier en France. Cette dame avait plusieurs petites amérindiennes, qui étaient des amérindiennes d'une aire qui est actuellement le Wisconsin, qui est actuellement aux États-Unis. Beaucoup de petites amérindiennes de la nation des Renards étaient vendues ou données aux Français du Canada. Il y en avait beaucoup. Je reproduis des actes de baptême. Et en fait, Madame de Courtemanche a tout simplement adopté une petite amérindienne de la nation des Renards qu'elle a baptisée Marie-Angélique. Elle est venue avec elle lors de la Grande Peste de Marseille et Marie-Angélique s'est enfuie. Marie-Angélique a donc survécu 10 ans et on a quantité de documents qui nous certifient bien son âge quand on découvre cette fille qui est un prédateur, qui est un tueur. Hein. En fait, elle n'a pas 11 ans, elle en a 19. Elle en a 19. Et la jeune fille qu'on a vue avec elle alors? La jeune fille noire qu'on a vue avec elle vient de Palestine, elle vient de Saint-Jean-d'Acre, on a son arrivée à Marseille, on a tout sur les bateaux. En fait, on a la totalité des archives. Cette jeune fille qui est peut-être un peu plus âgée qu'elle, on n'a effectivement pas son acte de baptême, en fait va être abattue, elle va être tuée par un chasseur. En 1765, l'Écossais Monboddo va venir jusqu'en Champagne pour enquêter à propos de Marie-Angélique et il va interroger celui qui a tué la compagne de Marie-Angélique et il avouera qu'il avait eu peur et qu'il a tué et qu'il a tiré et en fait il n'a pas tué Marie-Angélique, il a tué l'autre. Marie-Angélique toute sa vie racontera cette histoire de vie chez les Esquimaux. Elle décrira donc, comme je l'ai dit, des kayaks, des phoques, la guerre. En fait, et puis alors, on aura une analyse qui sera bien plus poussée et elle repose dans les archives d'Écosse, quoique beaucoup de choses aient disparu dans ces archives d'Écosse. On aura une première analyse linguistique de Marie-Angélique, de certains mots de son enfance. Et cet Écossais, qui est venu en 1765, va être le premier. Et en fait, le déclic que j'ai eu, c'est en 1998 dans les archives d'Écosse. Cet Écossais, il a analysé linguistiquement Marie-Angélique et il fut le premier à dire, mais elle n'est pas une Esquimaude, elle est une Amérindienne. Et voilà, elle vient de bien plus loin. Elle est une Amérindienne. Ouais. Et en fait, pour le Canada, c'était une chose banale. Beaucoup de petites renards, des petites fillettes de la tribu des renards étaient vendues comme domestiques. Elles étaient souvent adoptées. C'était un doux esclavage, si je peux parler comme ça. Marie-Angélique, ensuite, donc elle a 19 ans lors de sa capture. Alors, attendez, Serge Jarol, on va revenir sur la période qu'elle a passée dans la nature. Et à partir de cet exemple, évidemment, nous parlerons des enfants loups, ce que n'est donc pas Marie-Angélique. Elle ne veut pas être considérée comme un enfant loup. Alors, qu'est-ce qu'un enfant loup? Alors, un enfant loup, on ne peut pas parler d'enfant. Attendez, si vous voulez, on va envoyer la publicité. Voilà. À tout de suite. Franck Ferrand sur Europe 1. On vous retrouve, Franck, avec votre invité aujourd'hui, le chirurgien Serge Harol. Serge Harol qui donc s'est beaucoup penché sur ces affaires d'enfants sauvages et notamment, très particulièrement, sur la biographie de Marie-Angélique qu'il a littéralement exhumée et ce qui a permis de corriger un certain nombre d'idées fausses, comme vous l'aurez compris. Alors, Marie-Angélique, ce qui est étonnant, c'est qu'elle est déjà une enfant d'un certain âge. Elle a déjà 9-10 ans quand elle arrive dans la nature et elle va y vivre pendant près de 10 ans. Donc comment survit-elle dans cet univers extrêmement hostile, Serge Harol? Alors elle a ses particularités qui vont être celles, de s'enterrer parfois, de faire des trous en terre pour s'enterrer. Et on a un seul cas d'enfant ours en Pologne qui savait faire la même chose. Elle a cette autre particularité de savoir se coudre des vêtements de peau. Elle a vu tout ça dans le Wisconsin et au Labrador où elle a vécu jusqu'à l'âge de 8 ans. Elle se coud des vêtements de peau, alors elle se les attache parce que les coudre, elle n'a pas de quoi elle les noue avec les pattes, elle se protège ainsi du froid. Pour ce qui est de l'alimentation,
Donc elle a 2 armes, elle a trouvé un tire-foin métallique avec lequel elle peut tuer des proies, et elle est extrêmement intelligente, elle passe beaucoup de temps sur les arbres, elle mange des oiseaux. En fait, c'est une omnivore, oui. Mais on voit bien qu'elle a des régimes, elle a des périodes de grande famine, et c'est vrai qu'il y a eu des hivers très froids à cette époque, où elle déterre des racines. On peut supposer qu'elle a mangé beaucoup de racines de fougères, même si celle-ci peut être toxique à très long terme. On voit très bien que Marie-Angélique, elle passe du lièvre qu'elle mange vivant. Elle mange vivant les animaux, aux racines, le même jour. Marie-Angélique a surtout vécu de chair crue et de racines, et s'est surtout protégée du froid lors des grands froids, en s'enterrant sous terre. En s'enterrant sous terre, c'est-à-dire en trouvant des tanières, en les élargissant et en rentrant dedans. On comprend dans ces conditions qu'elle ait pu fasciner un certain nombre des grands esprits des Lumières. Elle a rencontré tout le monde, elle a vu Buffon, Voltaire, oui. On a parlé de la Condamine évidemment, mais... Oui, elle a rencontré tout le monde parce que elle est le seul enfant sauvage qui ait pu apprendre à lire et écrire. Elle est le seul enfant sauvage qui ait présenté une résurrection intellectuelle majeure, mais ce qui se comprend aisément parce que la dame du Labrador l'avait éduquée, ce que nous savons par des documents et ce que nous savons par Marie-Angélique. D'ailleurs, c'est elle-même qui va écrire le livre qui raconte sa vie. Alors, le livre qui raconte sa vie, c'est une vieille dame qui s'appelle Madame Equet. C'est pas Monsieur la Condamine, c'est Madame la veuve Equet, Madame Marie-Catherine Omassel, qui est une dame presque aveugle, qui écrit ça. Elle habite près de la rue Mouffetard. Elles coécrivent ce livre toutes les deux, qui est entaché d'erreurs. Et c'est vrai que Marie-Angélique elle-même dit que ses souvenirs sont tellement loin qu'ils sont flous. Il faut bien différencier de l'interrogatoire qu'elle va subir par le philosophe écossais Monboddo, qui lui va être un interrogatoire scientifique, avec la note, il va noter des mots de son enfance. La linguistique va nous aider beaucoup. Ces mots, en fait, sont rattachables à de l'algonquin, la grande famille linguistique algonquine, et là, il y a une grande différence entre ce que va écrire Madame Equet et ce que va écrire, bien sûr, le philosophe écossais. Alors, elle a rencontré tout le monde, bien sûr, parce que quand elle arrive à Paris en 1750, c'est pour réaliser le grand rêve de sa vie, celle d'être religieuse. C'est ça. Elle entre dans une abbaye royale et elle va malheureusement y rester que 5 mois. Elle a remonté les Champs-Élysées, qui s'appelait le Grand Cours. Là, tout cette vocation religieuse n'aboutira pas. Non, elle n'aboutira pas parce qu'elle est grièvement blessée par la chute d'une fenêtre. On retrouve dans la comptabilité du duc d'Orléans qu'il envoie une ambulance, et c'est bien le mot, il envoie une ambulance le 14 juin 1751 chercher Marie-Angélique, tout près d'ici, tout près d'Europe 1, et pour la conduire rue Mouffetard, via les Champs-Élysées. Et puis Marie-Angélique va rester 1 an et demi dans un état de longue torpeur, d'agonie, et elle ne sera jamais religieuse. Alors au-delà de Marie-Angélique, nous allons voir ce qu'il en est, d'une façon plus générale, de ce phénomène des enfants sauvages, et même de ce qu'on appelle les enfants loups, c'est-à-dire vraiment les nourrissons sauvés par des animaux sauvages. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Je suis le roi de la danse, oh, la jungle est à mes pieds. De la puissance, je suis au plus haut et pourtant je dois vous envier. Je voudrais devenir un homme, ce serait merveilleux. De vivre pareil aux autres hommes, loin des singes ennuyeux. Oh, oupidou, je voudrais marcher comme vous, et parler comme vous, faire comme vous, un singe comme moi, pourrais je le croire, être parfois bien plus humain que vous. Être un homme comme vous, c'est un extrait du livre de la jungle. Avec ce mythe de Mowgli qui, comme vous le disiez, comme celui de Tarzan finalement, s'inspire de la réalité ou de la légende des enfants loups. En tout cas, si l'on en croit Serge Harold, c'est quand même largement une légende. Il y a bien eu des enfants qui ont été sauvés par des animaux sauvages, mais ce sont des cas extrêmement rares, nous dites-vous, Serge Harold. En fait, il ne peut pas exister d'enfants loups, mais il a existé des nourrissons loups. En fait, il y a une rationalité biologique qui a préexisté au mythe presque universel des enfants loups. C'est très simple. La louve est le mammifère sauvage qui présente la plus grande fréquence d'un trouble endocrinien qui s'appelle la pseudogestation, la grossesse nerveuse. Les louves peuvent
se materner, même un objet inanimé ou des animaux d'une autre espèce. Maintenant, lorsque ce paramètre biologique se conjoint avec des drames de l'histoire de l'humanité, lorsque des parents sont morts par milliers, par millions, et que nombre d'orphelins se sont retrouvés dans les champs, dans la nature, la forêt, c'est le plus vaste orphelinat de l'histoire de l'humanité. Oui, ça, oui. Alors, par accident statistique, et je dis bien par accident statistique relevant de la loi des grands nombres, c'est une certitude que des louves ont allaité des nourrissons. Maintenant, une louve qui souffre de pseudogestation aura sa lactation qui va durer, qui sera prolongée. Au lieu de 2 mois, elle pourra se prolonger 6 mois. Lorsque va passer le sevrage à l'alimentation carnée, je doute fort des possibilités de survie de l'enfant. La louve prédigère de la viande et la recrache. Cette viande a subi une désagrégation du collagène, donc le nourrisson pourrait manger de la viande crue. Mais encore, nourrisson loup, oui, enfant loup, non. Alors, on a vu au début du XXe siècle un certain nombre de cas, alors plutôt d'enfants singes ou d'enfants... Enfin, en tout cas, ça se passait en Inde, notamment. En Inde, en Afrique. Alors, tous les cas d'enfants singes sont faux. On a des cas en Malaisie qui n'ont pas pu être documentés par des archives, évidemment. Quand vous dites tous sont faux, ça veut dire qu'on ne peut pas trouver de confirmation du cas, c'est ça ? Non, mais alors, l'ensemble des singes qui vivent en groupe, de manière grégaire avec des mâles, c'est impossible. On parle bien, là, pour les enfants loups, nourrissons loups, d'une louve solitaire, en état de pseudogestation. On peut parler d'enfants singes avec la femelle orang-outan, qui vit en solitaire. On sait que la femelle orang-outan a enlevé des enfants en Malaisie, on le sait, lorsque des peuples partageaient, en fait, des peuples étaient arboricoles et partageaient le même habitat. Maintenant, tous les cas d'enfants singes d'Afrique sont faux, et il y a les cas les plus difficiles sur lesquels j'ai enquêté, c'est effectivement les cas d'enfants ours dans cette ère qu'est la Lituanie, la Biélorussie, la Pologne, parce qu'on a effectivement découvert des enfants avec certitude à l'état sauvage, très jeunes, déficients mentaux. On est là au milieu du XVIIe siècle à peu près. Oui, 1663, on a un cas authentifié qui est dans une ère qui est actuellement en Biélorussie. Il faut bien comprendre que si l'on rejette la présence de l'ours, et on parle bien de l'ours au féminin, une ours solitaire, parce que l'ours ne présente pas réellement de phénomènes de grossesse nerveuse, de pseudogestation. En rejetant le cas de possibilité d'adoption par une ours de ces enfants, on est dans un cas encore plus complexe parce qu'on peut difficilement comprendre comment des enfants déficients mentaux et nus ont pu survivre dans ces forêts de Biélorussie, de Lituanie, dans les années 1658-59, alors qu'il a fait très froid. La période 758-763 était extrêmement froide en Pologne, et Dieu sait s'il fait froid déjà en temps normal, et tous ces enfants déficients mentaux que l'on a retrouvés parfois dans des cavernes, eh bien, il est très difficile d'exclure l'ours au féminin. Alors, oui, j'en prie. Il y a d'autres animaux qui auraient pu sauver des enfants. On parle en Afrique de cas d'enfants gazelles également. Oui, alors là, les cas d'enfants gazelles, donc, là, j'ai enquêté sur les cas d'enfants gazelles, et en fait, c'est... Écoutez, je vais vous dire une chose. On est dans le mythe, c'est bien ça. Et non, on est dans la beauté, on est dans la poésie. Oui, autant les enfants loups, je ne parle pas des nourrissons loups, autant les enfants loups en Inde, j'ai bien montré qu'il s'agissait d'escroqueries monumentales. Autant les enfants gazelles de Mauritanie, on est dans la poésie, Il faut bien savoir qu'en Inde, on a montré des enfants qui dévoraient de la viande crue, et uniquement de la viande crue. Avant de penser que ces enfants ont pu être adoptés par une louve ou quelques autres carnassières, je parle toujours au féminin, il faut d'abord penser qu'ils ont pu être les victimes d'un charlatan, d'un madari, qui les promenait de village en village, ne les nourrissait que de viande crue, les affamait et gagnait beaucoup d'argent. Oui. On a bien des exemples pour présenter un phénomène de foire en quelque sorte. Mais il gagnait beaucoup d'argent. Alors, vous montrez aussi, ça c'est très intéressant, qu'à chaque fois que des phénomènes, que des cas comme les enfants sauvages, les enfants loups apparaissent, c'est toujours en marge soit de grandes catastrophes naturelles, d'épidémies, de très grandes famines. Enfin, il y a toujours ce facteur à l'origine. Oui, la fille sauvage de Norvège, elle apparaît après la grande peste qui a décimé plus de la moitié de la population de Norvège. La fille sauvage de Hollande au XVe siècle, elle apparaît après une immense inondation qui est de la région de Dordrecht, un des plus graves cataclysmes de l'Europe. Alors ça peut se passer aussi un drame au niveau de l'échelle familiale, parce qu'il y a tous les infanticides ratés. Et ça, je voudrais dire un mot rapidement, notamment en Inde, notamment en Chine. Il y a tous les infanticides ratés, c'est-à-dire ces nourrissons, ces nouveau-nés, auxquels on donne une potion inefficace pour les tuer, que l'on étouffe à moitié et que l'on met sous un peu d'herbe et que l'on jette en forêt. Maintenant, je me répète par accident statistique, ces enfants qui ne sont pas morts, qui seront morts dans 2-3 jours, peuvent très bien rencontrer un animal au féminin en état de pseudogestation et qui les recueille. Leur survie ne sera pas très prolongée parce que
Mon Dieu, j'ai dit que lors du passage de la lactation, du régime lacté au régime carné, je ne vois pas de possibilité de survie prolongée de l'enfant loup. Est-ce qu'on peut dire que les enfants loups présentés par la légende en France sont presque tous faux? Non, pas... Alors, nous avons un cas en 1560 dans les Ardennes, oui. Et vous savez que les archives des Ardennes n'existent plus, elles ont été détruites pendant la dernière guerre mondiale. Il a peut-être existé un procès-verbal dans la série B. Nous avons un enfant qui est soi-disant découvert avec une louve en 1560, près de Rocroi. Quelque chose d'assez rationnel qui m'avait étonné, c'est qu'on décrivait qu'il avait évidemment, il avait une locomotion quadrupède, et on décrivait la forme de ses mains, de ses ongles, de façon parfaite de ce que pouvait donner une locomotion quadrupède. On est en 1560 et là, ces archives ne sont plus là. On a un autre enfant en 1570 qui aurait été pendu, et là, on ne sait pas du tout si on est dans le cas d'un enfant sauvage trop violent. On a un enfant ours en Pologne qui a été mis en prison, les fers aux pieds parce qu'il était trop violent, ou s'il s'agit d'un condamné de droit commun auquel on aurait prêté une existence sylvestre avec les loups. Il nous manque bien des archives sur bien des cas, et à part Marie-Angélique, que l'on peut suivre du berceau jusqu'à la fin, on ne peut pas authentifier. Frédéric nous dit par internet que le lait de louve serait toxique pour les hommes. Mais non, on parle de survie. On ne parle pas de diététique, on parle de survie. Le lait de louve présente 9 fois le taux de protéines du lait de femme, ce qui est considérable, mais le lait de caribou en contient aussi une teneur considérable, et beaucoup d'enfants des aires périarctiques de Russie, du Canada ont tété du lait de caribou, de renne, et n'en sont jamais morts. On parle de survie, on ne parle pas de qualité de vie. Des enfants ont mangé de l'herbe, de la boue, de la vase, des écorces, du bois pourri. Le bois pourri est partiellement métabolisable parce que des champignons détruisent la lignine. On parle bien de survie, on ne parle pas de belle vie. L'énigme des enfants loups, une certitude biologique mais un déni des archives. C'est donc le premier tome de votre grande enquête, Serge Harold, publié chez Publibook. On trouve encore ce livre. Le deuxième tome, celui qui est sur la vie de Marie-Angélique, publié chez Terre Édition, lui n'est plus disponible. Marie-Angélique au Mississippi 1712, Paris 1775, je souligne bien. D'une adaptation pour le cinéma. Et ce sera un bonheur pour moi de retrouver Marie-Angélique au moment de la sortie du film. De retrouver quelqu'un avec qui j'ai passé tellement d'années. Oui. On sent qu'elle vous est chère, ça c'est incontestable. Elle m'est chère, et j'espère qu'on m'a bien compris pour ce qui est de la diététique, et qu'on ne parle pas de vie et de qualité de vie, on parle de survie, même d'extrême survie. Un enfant peut digérer de l'herbe par hydrolyse acide, on est dans la survie. Merci beaucoup, Serge Harold. Nous retrouvons maintenant quelqu'un qui n'est pas tout à fait une enfant louve. C'est notre Faustine Bollard. Bonjour Faustine. Même si j'aime bien l'idée. Bonjour Franck, bonjour à tous. C'est un homme de cœur que nous allons recevoir pendant 1 heure. Il est engagé plus que personne d'autre pour la paix dans le monde. Il fêtera en 2012 ses 50 ans de carrière. C'est un grand honneur pour moi de recevoir Enrico Macias. Vous pouvez vous adresser à lui pendant 1 heure. Il suffit de composer le 3921. Il répondra à vos questions. Si vous avez des témoignages d'affection, des souvenirs à partager avec lui, n'hésitez pas donc à témoigner sur cette antenne 3921 et faustine.europe1.fr pour tous vos témoignages. À demain, Franck. On a un truc avec ce jingle, Franck, franchement. Il y a un truc bizarre avec cette virgule. À demain, Franck.